D'abord, bonjour à tous et merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Je vais essayer de réagir sans trop empiéter sur ce que je voulais dire après, sachant que ma réaction nécessite peut-être d'expliquer certains concepts, puisqu'on vient d'entendre un instant aussi la difficulté aussi certaines fois pour les salariés de savoir comment agir de l'intérieur au niveau de leur groupe, et surtout ça implique aussi d'avoir quand même une certaine compréhension des enjeux, notamment dans un contexte d'urgence climatique. On a entendu certains mots-clés qui sont revenus dans nos interventions, notamment le concept de neutralité carbone, qui est un objectif qu'on se doit d'atteindre à l'horizon 2050. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ramener, ne pas émettre plus d'émissions qu'on est capable d'en capter ou d'en stocker pour avoir un niveau net, nul d'émissions. Et ça, bien entendu, c'est un objectif de très long terme qui n'implique pas automatiquement de la part des entreprises l'adoption de mesures de court terme qui seraient pourtant nécessaires pour atteindre cet objectif de long terme. On se donne un objectif, maintenant pour y arriver, il faut se mettre en ordre de marche dès maintenant. On peut faire un parallèle avec tout engagement qui soit de l'ordre privé ou public, pour faire référence à la loi climat qui a été discutée en France. Le gouvernement français, avec un objectif de baisse des émissions de 40%, a rehaussé cet engagement à moins 55% de baisse des émissions à l'horizon 2030 avec le processus européen. Donc ça, c'était en décembre dernier. On a cet objectif, moins 55%, et pourtant, 2 mois après, on a une loi climat qui est discutée, et on le sait aujourd'hui, qui ne permettra pas même d'atteindre les objectifs initiaux de baisse de 40% des émissions. Donc on a toujours un écart entre les objectifs qu'on va se donner et les mesures qu'on va mettre en place. De la même manière, accord de Paris, en 2015, on a tous dit on va limiter le réchauffement bien en dessous de 2 degrés, au plus proche de 1,5 degré. On le voit bien aujourd'hui, les mesures sont pas en place et on est sur une trajectoire de réchauffement bien supérieure. Je voulais préciser ça parce que moi je travaille en direction des acteurs financiers privés. Et sans donner de nom, il y a une grande banque française qui, en ce moment, tous les acteurs financiers privés, comme les collectivités territoriales, comme les États, s'engagent sur cet objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et on va dire c'est déjà bien, au moins on s'accorde sur l'objectif qu'on doit viser. Ça veut dire qu'on a les mesures en place, mais au moins on s'accorde sur l'objectif. Et il y a une grande banque française, au début, qui n'a pas rejoint une de ces initiatives-là, parce qu'elle s'est dit, en fait, moi je ne sais pas comment atteindre cette neutralité carbone. Aujourd'hui, je n'ai pas de recette, et soyons très clairs, personne ne le sait. Et ça se trouve, c'est un peu trop ambitieux, et donc je préfère pas m'engager sur un objectif que je ne suis pas certain de tenir. Et pourtant, ces salariés, en interne, n'ont pas du tout compris pourquoi leur employeur ne s'engageait pas sur cet objectif-là, qui était devenu le critère majeur pour évaluer la sincérité ou l'engagement d'un groupe en matière climatique. Et donc finalement, cette banque a rejoint les initiatives internationales en faveur de la neutralité carbone, mais c'est assez intéressant quand même pour voir que les salariés ont été une force de changement en interne de leur entreprise pour imposer une décision à leur direction. Donc ça, c'est un point quand même très très positif sur ce que ça démontre et sur l'intérêt à agir de toutes les personnes qui sont, quel que soit le poste de direction au sein d'une entreprise, quand bien même, en effet, nous on serait plutôt d'accord sur le fait que cet objectif, s'il n'est pas accompagné de mesures immédiates pour l'atteindre, ne sert pas à grand chose, voire est contre-productif, et là on tombe là dans le greenwashing. Et donc je vais revenir sans dire que c'est du greenwashing, parce qu'au contraire, nous on travaille beaucoup avec... on ne travaille pas avec le groupe La Poste, mais on travaille avec une filiale du groupe La Poste. La Poste, comme il a été dit, est un énorme groupe qui comprend plusieurs filiales, notamment la Banque Postale. Et la Banque Postale comprend notamment une autre filiale qui s'appelle la Banque Postale Asset Management et qui est en charge de gérer les investissements du groupe et de plein d'autres clients, et notamment investir dans des grandes entreprises, dont Total, dont Engie, etc., dont Thales certainement. Et donc, moi j'ai quand même un peu tiqué sur, aujourd'hui la Poste est neutre en carbone. Mais on a quand même des objectifs de baisse des émissions. Alors, il faut m'expliquer comment ça marche. Vous êtes neutre en carbone, comme vous avez quand même des baisses des émissions. Et donc là, on voit bien la complexité aussi de s'y retrouver dans les annonces ou dans les discours qui peuvent être faits, parce qu'on parle de choses différentes.
j'ai tapoté vite fait, alors je pense avoir bien compris sur mon téléphone pendant l'intervention. On a une offre qui est neutre en carbone au niveau des produits fournis au niveau de la Poste. Mais la Banque Postale Asset Management, lorsqu'elle investit dans Total, elle n'est pas neutre en carbone. C'est impossible, à moins que Total demain arrête le pétrole, le gaz et devient qu'un champion des renouvelables. On en est bien entendu bien loin. Et je le mentionne non pas pour faire une critique directe, mais pour montrer la complexité des enjeux et surtout montrer un point qui est comment se fait ce que l'offre de la Poste est complètement neutre en carbone. Et bien elle est neutre en carbone parce qu'on a recours à de la compensation carbone. La compensation carbone qui consiste, on émet et puis après on va financer des projets qui vont capter du CO2. Le problème c'est que, et là c'est pareil, il faut juste, et je le mentionne surtout pour donner des clés de compréhension, c'est que on a mentionné juste avant le cabinet Carbone 4, aujourd'hui le cabinet Carbone 4 considère qu'on ne devrait pas parler et je m'aligne avec eux, de compensation carbone, mais de contribution carbone. C'est-à-dire on contribue en effet à la baisse des émissions ou à la restauration des sols ou à la forestation, qui sont extrêmement importants en effet dans un contexte d'urgence climatique, mais qui ne devraient pas être considérés comme des compensations, parce que la compensation, ça équivaut, on peut le dire, à un droit à polluer. Moi, puisque je vais compenser, finalement, j'ai le droit de polluer. Or, cette logique-là, elle tient dans une certaine mesure, mais sur dans un monde fini, avec des ressources finies, au bout d'un moment, on ne peut plus compenser, parce qu'il n'y a plus d'espace de terre pour compenser. Et donc, voilà, c'est des notions qu'il faut quand même avoir en tête, puisqu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de neutralité carbone, et vous allez en entendre parler, surtout en amont de la COP26 qui arrive à Glasgow en fin d'année, ça va être le concept clé, et il va falloir toujours se poser la question, lorsque Total aussi se dit qu'il a un objectif de neutralité carbone, alors qu'il compte augmenter sa production d'hydrocarbures, une des réponses, ça va être, bah oui, que Total entend faire de la géo-ingénierie, développer des technologies qui aujourd'hui n'existent pas pour potentiellement capter du carbone ou faire de la compensation, etc. Mais là, on est en face d'une entreprise qui fait un pari sur l'avenir et qui, si on ne le tient pas, on aurait mis, on serait sur une trajectoire de réchauffement. Et donc ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête, parce qu'on soit pro-technologie ou technosolutionnisme ou pas, aujourd'hui, il faut quand même rappeler que le CCS, les technologies de capture et de stockage du CO2, qui aujourd'hui sont promues comme aussi une solution pour le futur, ça fait 20 ans qu'on nous en parle, et ça fait 20 ans que ça ne marche pas, ou qu'en tout cas, c'est pas économiquement viable. Donc on a là quelque chose qui est extrêmement important à comprendre. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Et après peut-être que je reviendrai sur les autres points et sur la manière dont nous, ONG de campagne, travaillons avec tous les grands groupes financiers et autres.